Bienvenue dans Mont Blanc Live, bonjour à tous, bonjour évidemment à l'équipe, Marine, Aurélie, Cédric, bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Tout le monde va bien? Tout le monde va Très très bien. Et notre invité rentre de tournage. Alors il est évidemment cinéaste s'il rentre de tournage, mais pas que, il est également écrivain, éditeur, il est surtout alpiniste et même himalayiste, avec par exemple l'Everest sur son carnet de route. Eh bien nous accueillons évidemment François Damilano. Bonjour François. Bonjour à tous. Alors c'est la saison du ski de rando et effectivement vous rentrez de tournage, vous étiez à l'étranger. Alors je suis parti effectivement tourner un film sur le ski de randonnée, mais sur le ski de randonnée de voyage. C'est-à-dire suivre à la fois ces guides, ces professionnels qui proposent des voyages et puis ces amateurs qui à un moment donné utilisent le ski de randonnée comme un prétexte pour aller voir ailleurs et pour aller découvrir des pays. Alors, vous étiez en Géorgie caucasienne. Il y a un livre qui fait référence, là, qu'on a peut-être à l'image, tourné par Didier et Christophe. Ce livre fait référence, c'est ce qui a inspiré le voyage et l'idée du film. Oui, alors moi je me suis adapté en fait à un projet d'un guide de haute montagne qui s'appelle Jean Hannequin, qui est le grand spécialiste français aujourd'hui du ski de randonnée de voyage et qui fait à peu près 20 voyages par an avec ses clients, depuis la péninsule antarctique en passant par la Géorgie du Sud, le Kamtchatka, le Japon, l'Iran, la Norvège, je ne sais encore. Et là il y avait une idée un petit peu particulière autour de ce voyage puisque son groupe de clients lui avait demandé de préparer et de leur proposer un voyage, mais sans en dévoiler la destination. Donc c'est pour ça que le film va s'appeler Guide en terres inconnues. Hein, on voit bien à quoi je me réfère. Et du coup, ce qui était assez amusant, c'est que j'ai retrouvé ce groupe à l'aéroport de Bâle, d'où nous partions en Suisse, et les clients, le groupe, ne savaient pas où il allait. Et alors, ils sont partis. Ici, on voit la carte, ça s'appelle la Svaténie. Alors, il s'avère que nous sommes allés faire une traversée d'une partie du Haut-Caucase, en Svanécie, qui est une partie qui se trouve au nord-ouest de la Géorgie. Et c'est des pays, on sait que c'est par là-bas, là, un peu vers l'est, mais on les a un peu oubliés. Ce sont des pays qui ont pris leur indépendance après la chute du mur de Berlin. Avant, ça faisait partie de l'URSS. La Géorgie se trouve bordée à son nord par la Fédération de Russie. La Grande Russie au-dessus. Dont un certain nombre de pays dont on a entendu parler dans l'actualité, parce qu'il y a l'Ossétie, il y a la Tchétchénie, hein, qui sont quand même des points un peu chauds du globe. Et au sud de la Géorgie, vous avez l'Arménie. Et puis, il y a cette grande chaîne de montagnes qui s'appelle le Haut-Caucase, en fait, qui traverse depuis la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne, et que les géographes considèrent comme la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Alors, les Géorgiens, eux, ils se considèrent européens. Donc dans ce cas-là, le Haut-Caucase fait partie de l'Europe. Et puis d'autres considèrent que c'est déjà la frontière avec l'Asie. On a situé ce voyage qui s'est donc déroulé, alors je vais essayer de le répéter, en Svanécie. En Svanécie, tout à fait. En Svanécie, on a situé le voyage. Allez, c'est parti pour un extrait du film à venir. Est-ce qu'il faut partir loin pour faire du bon ski? C'est une vraie question. Et on s'est dit, mais finalement, on est 6, on pourrait demander à Jean de... On constitue notre groupe de 6, on lui demande de nous faire un voyage pour nous. Jean ne nous donne pas la destination. On trouvait l'idée originale. Qu'est-ce que le ski de randonnée? C'est une grande question. Mais c'est quoi cette histoire? Vous êtes complètement en dehors de la plaque, parce que souvent le rêve s'identifie par rapport à des images qu'on a déjà vues, des endroits qu'on a rêvé d'y aller. Et en fait ils me disent mais non, pas du tout. En fait nous ce qu'on veut c'est plonger dans un lieu où d'une part on sait rien et qu'on va vraiment découvrir de minute en minute. Et que même avant, l'incertitude d'où on va fait que c'est attirant d'y aller, quoi. En voyage à raid à ski, il y a avant tout le mot voyage. Partir, découvrir de nouvelles montagnes, découvrir de nouveaux horizons. Puis tout ça avec des skis aux pieds, c'est top, quoi. Moi j'ai un savon.
Là, il y en a un, ça, je crois. Que je t'aime, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ah, François, le top, ça serait qu'on s'allonge sur eux. Là. Ça aussi, non, quoi. Sortir un peu le ski de l'autre côté. Moi, je laisse flotter en haut. Je vais rentrer à la maison. J'ai mal partout. C'est génial. Je vous conseille faire du ski. On n'est pas bien là, on grelotte. Vraiment rester derrière moi. Bon, vous voulez savoir où on va demain là un peu? On s'en tape. Bon, bah, il n'y a plus rien à Allez, dire. à Hein. la bière maintenant. Ok. Bon, allez. Apéro. Let's go to the beer. Voilà 3 minutes d'image de François Damilano donc sur un voyage mené par Jean Hannequin donc en Svanécie. Jean Hannequin qui écrit cet ouvrage aux éditions Guérin-Paulsen. C'est un petit peu l'idée, c'est ça, à ski autour du monde, les 24 plus beaux voyages. C'est vraiment, le ski de rando peut être un prétexte au voyage. Oui, bien évidemment, c'est un prétexte au voyage, mais l'alpinisme est un prétexte à aller voir ailleurs. L'alpinisme est toujours un prétexte à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté des montagnes. Donc là, effectivement, on va un petit peu plus loin dans la démarche. On décide d'utiliser le ski de randonnée comme moyen d'aller découvrir des pays, mais en plus d'aller découvrir des régions de pays qui sont généralement oubliées, qui sont les régions de montagne et les régions de montagne en hiver. Est-ce que c'est accessible pour un randonneur moyen, ce genre de voyage? Alors, on n'est ni dans le ski de pente raide, ni dans le ski extrême, ni dans toutes ces images que l'on a l'habitude de voir à la télévision ou dans les films. On est au contraire dans une forme de ski qui est beaucoup plus doux, puisque déjà on va se déplacer au rythme de l'humain et non pas au rythme de remontée mécanique. Et puis c'est surtout on va se déplacer au rythme du groupe. Alors bien sûr qu'il faut un entraînement, il faut être habitué à faire du ski de randonnée, à la pratique du ski de randonnée, monter à peau de phoque, descendre bien évidemment dans une neige qui va être... Et les conditions également, on a vu que c'était pas toujours évident. Et puis, on ne conditionne pas, on ne commande pas la météo. Donc, on voit bien dans ces images qu'à la fois, il y a du très beau ski avec du très beau temps où on découvre toutes ces montagnes merveilleuses du Caucase. Et puis, par moments, on a passé d'école, voire même on a renoncé à certaines traversées parce qu'on est pris par le très mauvais temps. C'est justement ça qui donne cette dimension forte au voyage, le fait d'être face aux éléments, en fait. Ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est de se retrouver dans la nature et d'aller de surprise en surprise. Et d'ailleurs, c'est bien ce que demandent finalement ces clients agents. C'est-à-dire qu'on déplace la notion de sport-aventure qui est marchandisée aujourd'hui et puis qui est planifiée. Et en fait, qu'est-ce que demandent ces gens-là ? De sortir de l'affiche, de sortir de ce qui est prévu. Ils réclament à Jean, mais fais-nous de l'imprévu, fais-nous des surprises. Et le voyage, c'est intéressant quand on arrive dans l'imprévu. François Damilano, vous parlez de surprise. On en a une pour vous. On a retrouvé une très très vieille image. J'espère que ça va vous faire plaisir. Allez, regardez une vieille émission. Vous connaissez l'émission Montagne ? Très simplement, qu'est-ce qu'une chaussure de randonnée par rapport à une autre chaussure massive? Je crois qu'il faut bien distinguer maintenant le fait que les fabricants sont mis à construire. C'est quoi cette permanente sur la tête? Uniquement pour la marche. C'était la mode du rose. Différencier de la chaussure d'alpinisme pour marcher sur glacier. Avec Pierre Ostian. Et du chausson d'escalade uniquement réservé à l'escalade en rocher pur. Alors là, on est entre les deux, si je comprends bien. Voilà, c'est vraiment pour la marche, la randonnée, le sentier, le trekking. Alors justement, on commence à se retrouver un petit peu dans toute cette profusion de chaussures. Alors je crois qu'il y a d'abord un début de gamme qu'on pourrait appeler un petit peu les baskets améliorées, qui sont à la fois plus confortables qu'une basket, plus adhérentes, donc plus adaptées vraiment à la marche, que ce soit l'alpiniste, mais très légère. Une trappeur, voilà, mais toujours très légère, les Linset.
tellement légères qu'on arrive à faire maintenant. François Damilano. C'est la fin des années 80, c'est l'émission Montagne avec Pierre Ostian, voilà, qui est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et qui a donné beaucoup de visibilité à la montagne et à l'alpinisme. Voilà, on vous a vu dans les médias très tôt, très jeune. Ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, je ne sais pas. Simplement sur les voyages, on a parlé des grands espaces, c'est aussi l'occasion de rencontrer des populations, votre film et ce voyage en particulier, parce qu'il n'y a pas que les grands espaces, il y a aussi la population qui y vit quand même. Bien évidemment. Et le fil que tire Jean et qui est vraiment intéressant, c'est qu'il cherche avant tout à initier des voyages où les gens n'ont pas encore skié, où des alpinistes n'ont pas encore utilisé leur ski, et surtout des traversées au long cours. C'est-à-dire que pendant la semaine de tournage, on a parcouru à peu près 90 km en jouant à saut de montagne et en allant découvrir des villages perdus pour l'étape du soir. Et en particulier, il y a 2 villages où il n'y a plus qu'une seule famille qui réside l'hiver et du coup qui nous accueillait dans sa maison gîte. Mais c'est vrai que ça crée une proximité parce qu'on est dans un environnement qui est hostile, il fait froid, et on se retrouve dans ces petites masures à partager le repas avec les gens. Alors le repas, eh bien justement, parlons-en du repas, que l'on soit alpiniste ou en ski de randonnée. Manger en montagne, c'est toute une question, la question que s'est posée Cédric. Retrouvez Saveur avec les 41 magasins Carrefour et Carrefour Market du groupe Provencia, la référence régionale. Et oui Sébastien, je suis allé pour vous cuisiner et vous préparer le menu idéal pour un himalayiste comme François Damilano qui est là à côté. Cuisiner, cuisiner. Et non, allez, j'avoue, j'ai pas cuisiné. J'ai seulement fait chauffer de l'eau chaude et vous voyez donc le repas que je vous ai concocté. Vous avez, allez, on commence par l'entrée, vous avez un taboulé avec un petit peu de feuilles de menthe, des petits légumes. Vous avez ensuite un poulet sauce thaï avec des petits morceaux d'ananas aussi dedans. Vous avez le fameux riz au lait, on peut se faire plaisir en montagne. Et puis vous avez une crème chocolat. Alors, c'est vrai qu'on avait peut-être une mauvaise image sur tous ces plats un peu lyophilisés, pas très bons. Eh ben, ça a bien évolué. On n'est pas encore dans le bio. C'est vrai qu'on peut faire encore des améliorations. Et vous avez vu quand même là, Sébastien ? Ouais, alors la déco quand même, ça va pas vraiment avec en montagne. Voilà, la gousse de vanille, où est-ce que vous la trouvez en altitude ? Eh ben, il faut toujours avoir dans son sac à dos, Aurélie, une petite gousse de vanille, un petit peu de ciboulette, un petit peu de coriandre. Ça peut toujours servir. Le persil des glaciers aussi, c'est ça ? Non, ça c'était pour la petite histoire, pour faire des belles images, puis mon petit côté gastronomique. Mais je crois que François, d'ailleurs, vous mangez ça quand vous êtes en expédition. Alors ça fait partie des aliments qu'on utilise dans les camps d'altitude, mais ce que je propose, c'est que vous veniez avec moi dans la prochaine expédition sur un 8000 pour que vous prépariez le lyophilisé. Vraiment là, présenté comme ça, c'est avec génial. La gousse de vanille et le persil. Ça va être au grand basket, non ? Mais pourquoi pas ? En tout cas, maintenant, on peut se faire plaisir, même pour la randonnée. Pourquoi pas ? On trouve par exemple ici. Vous allez voir, on trouve même de l'aligot. Alors pour ceux qui connaissent, on peut même manger de l'aligot en altitude. On trouve le riz au lait, on trouve la mousse au chocolat, on trouve du bœuf chasseur aussi. Et puis je vous ai trouvé aussi des petits encas. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude des barres sucrées. Mais là, on peut se faire plaisir avec des petits morceaux de viande séchée. Donc si vous avez un petit creux, hop, un petit morceau de viande séchée. Par contre, il paraît que la laine n'est pas formidable après. Merci Cédric, beau boulot aujourd'hui, beau boulot. C'était Saveur avec les 41 magasins Carrefour et Carrefour Market du groupe Provencia, la référence régionale. En France aussi, c'est la saison du ski de printemps. Un certain nombre de refuges ouvrent spécifiquement pour cette période. On voit ça tout de suite avec Aurélie. Oui Sébastien, je suis allée en Haute-Tarentaise, au refuge du Ruitor, à un peu plus de 2300 mètres d'altitude, pour l'ouverture de ce refuge qui cette année était particulièrement enseveli sous la neige. Il aura donc fallu des bras et de la bonne humeur pour venir à bout du tas de neige. Je vous laisse tout de suite découvrir les images. C'est la deuxième fois où je vois autant de neige en 25 ans d'exploitation et c'est vrai que cette année, je pense que c'est celle où il y en a le plus. Notamment, on verra tout à l'heure au refuge, mais c'est où c'est le plus impressionnant. Et il y a eu beaucoup de vent, du coup ça a vraiment beaucoup changé le paysage et le relief. On traverse vers l'ombre, après on monte au goulet. La montée est finie, après on attaque le déneigement. Donc je ne sais pas ce qui va être le plus dur. Ça y est, on est arrivé. On a le refuge devant nous qui nous attend. On va déneiger, on va commencer par les panneaux solaires pour recharger les batteries. Après les panneaux thermiques qui vont nous fournir un petit peu de chauffage pour le dortoir. Et puis après tous les accès.
Tout le monde croit que les gardiens ils montent en hélicoptère à leur refuge. Il faut savoir que souvent, il n'y a que les courses qui montent avec l'hélicoptère. Donc là, par exemple, nous, on a fait monter une équipe tôt le matin. Moi, en bas, je faisais les courses, j'ai préparé le sac. L'hélicoptère a monté le sac et les copains ont décroché en haut la charge. Et puis moi, j'ai rejoint tout le monde ensuite en ski de randonnée. À notre altitude, on a le droit à 800 kg sans problème. Et puis pour qu'il ne soit pas trop lesté et puis qu'il avance quand même assez fort, parce que nous, la facture s'établit à la minute, et ben on lui met que 700 kg, comme ça il a un petit peu de marge et puis il avance bien. Et dans le sac d'hélico, on va mettre tout ce qui est, alors pour nous ici au Ruiter, on va mettre tout ce qui est frais, donc de la viande, du fromage, des légumes, tout ce qu'on ne peut pas conserver tout l'hiver dans le bâtiment. Quand on arrive ici pour la saison de ski de rando, on se met un peu en mode, surtout cette année, c'est plutôt le mode antarctique. On a l'impression d'être dans un camp de base avancé. Déjà d'habitude, il y a besoin de bras, parce qu'on transporte beaucoup de marchandises, il y a toujours du déneigement à faire. Mais là, cette année particulièrement, s'il n'y avait pas la solidarité des copains, je crois qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Hyper important d'être bien entouré. C'est un moment sympa qu'on passe tous ensemble aussi, ça nous fait des souvenirs et c'est chouette. Pour monter au refuge du Ruiter, donc à Sainte-Foy, on va se garer à la Masure, c'est un petit hameau très typique de la Haute-Tarentaise. Et ensuite, en 2h30 à 3h, on arrive au refuge en traversant les petits villages du Crau, du Mayen, de la Savonne. Et là, le refuge, c'est une étape où on peut dormir pour le lendemain, aller bien évidemment sur le Ruiter, qui est en Italie. Ou alors, on peut établir aussi un camp de base, passer une semaine ici à sillonner les différents itinéraires. On n'est pas sur des zones très exposées. On voit qu'on emprunte tous des secteurs où il n'y a justement pas de pente à 30 degrés. Pour atteindre le refuge, ça c'est un vrai confort de travail. Et cette carte, c'est un nouvel outil qu'on retrouve depuis le début de l'année dans tous les refuges du syndicat. C'est une carte qui a été offerte au refuge par la Fondation Petzel en lien avec le syndicat des gardiens de refuge. Elle a pour but de montrer toutes les pentes au-dessus de 30 degrés afin que les randonneurs depuis les refuges puissent préparer leurs courses et savoir où ils vont prendre des risques ou prendre moins de risques justement. Et c'est bien écrit qu'à partir du danger de niveau 3, il faut prendre en compte l'ensemble de la pente sur laquelle on évolue, et en particulier celle qui domine l'itinéraire. Petit clin d'œil à toute cette fine équipe rencontrée lors du reportage. Ils se sont bien donné la main pour ouvrir le refuge cette année. Et puis un petit clin d'œil aussi aux produits frais qui sont acheminés et qui permettent notamment de déguster de très bonnes tartes tout au long de la saison. Je vous les conseille. Alors François Damilano, vous l'avez vécu, l'explosion d'une discipline, je parle de la cascade de glace. Vous connaissez très très bien cette discipline. Eh bien Jessica a presque également explosé dans cette discipline. Regardez. C'est Gabin qui monte sur la cascade de glace. Et elle, c'est Cora. Voilà, Cora, avec qui je vais tester la cascade de glace. Exactement, à Champagny-en-Vanoise. Voilà, on est dans un magnifique site. C'est ça. Un mur, en fait, c'est... Un mur artificiel, voilà, qui est englacé et qui est ouvert à tout le monde. Du coup, tout le monde peut venir s'entraîner, s'initier ici. Tout le monde, mais je suis pas avec n'importe qui quand même. Je suis avec Coralie qui fait partie de la sélection nationale de la FFCAM. Et du coup, on est présent sur les Coupes du Monde et sur les Coupes d'Europe. Ben voilà, une des finalistes mondiales, l'une des meilleures françaises. On va tester la cascade de glace. C'est parti! Allez. Attends. Mais j'ai le cul en arrière, non? J'ai l'impression que je vais manger la glace. Ah, j'ai pas encore le... Tu te prends pas la glace dans la tronche? Non, ça va. C'est un des sports les plus physiques que je connaisse. Hyper technique, hyper physique et c'est hyper intéressant. Mais c'est impressionnant ce machin quand même, hein? Je suis coincée. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Oh, j'ai la main gelée. Comme si tu montais une échelle, hein. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai trop mal au bras. Et là, du coup... Ouais, et là, du coup... C'est chaud patate. Oh. C'est sympa la cascade de glace. J'ai plus de bras. C'est... Attends, je suis pas bien là. Oh non, non, non. Est-ce que tu lâcherais pas tout pour voir comment ça tient là? Non, je lâcherai pas tout là. J'ai plus de force. Ah, je suis pas bien. Comment dire? Lâche tout du coup si tu te sens pas bien. Non, mais j'arrive pas à lâcher là. Tu lâches tout et tu rattrapes ta corde au milieu.
La corde à laquelle tu es attaché. Non mais attends, j'ai peur en fait. Tu lâches tout, tu coupes un bon coup et tu attrapes la corde avec tes mains. Faut que je lâche. Donne-moi la main. Faut lâcher? Vas-y. Non, 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 mais Cora, j'arrive pas à lâcher. Oh purée, j'ai les mains. Là. Non mais Cora, je vais me taper la glace. Non, mais ça va. Allez, vas-y, allez, go. Tu vas pas tu vas descendre de 50. Cora, j'ai la frousse. Allez, Cora, purée. Testé et approuvé, on peut le dire. Hein. Exactement, validé. Voilà. À vous de tester, alors. À bientôt, ciao. François Damilano, vous avez encore le temps de faire du ski, on va dire, plus classique, traditionnel, avec les remontées mécaniques? Quand on a pris goût au ski de montagne et au ski de randonnée, on a du mal à retourner dans les stations mécanisées, c'est vrai. Parce que le plaisir de marcher, d'être dans des endroits où il y a peu de monde, et puis de skier hors piste, d'aller chercher la poudreuse, la bonne neige, c'est quand même extraordinaire. Bon allez, Marine va essayer de vous convaincre sous l'angle du patrimoine. Oui, je suis allée au Grand Bornand, alors cette fois-ci donc en télécabine, puisque la station accueille le projet Grand Borama. Donc c'est un projet qui a été mené par l'artiste Pierre Amoudry et le collectif Doka Productions, un projet qui a été lancé donc à l'occasion du remplacement des télécabines du Roset. Nous sommes au départ de la télécabine du Roset. C'est une télécabine qui a aujourd'hui 31 ans. Nous avions un choix à faire en termes d'évolution de cet appareil et nous avons pris le parti de la rénover en changeant les véhicules, en changeant les cabines. Donc nous avons confié à une société qui s'appelle Doka et surtout à un artiste local, Pierre Amoudry, le soin d'étudier comment on pourrait utiliser la télécabine pour être un support artistique qui nous démarque de nos voisins et des autres stations. La démarche artistique de Pierre, elle a été de raconter un village à travers des photos, donc des photos d'archives qu'on a récupérées à la fois dans les archives officielles comme la Maison du Patrimoine, l'Office du Tourisme, mais également chez des particuliers. On a fait un travail de collecte et une fois qu'on a terminé ce travail de collecte, Pierre a choisi les photos importantes par rapport à des thèmes qui racontent l'ADN du Grand Bornand. Et ensuite, il est passé à la réalisation et il a préparé 55 cabines avec 2 visuels par cabine, donc 110 visuels qui racontent un village. Il y a un axe ski, bien entendu, mais il y a également la faune et la flore. Ça, c'est le gypaète barbu, qui est spécifique de nos montagnes. Donc, il y avait faune et flore, terroir, champion, pratiques autres que le ski, comme on a la randonnée en raquette également. Nous avons une cabine éphémère qui chaque année évoluera. Cette année, nous avons choisi le Tour de France puisqu'il y a une étape de notoriété qui aura lieu entre Annecy et le Grand Bornand le 17 juillet. Donc on a voulu honorer le Tour de France avec cette cabine spécifique. L'année prochaine, ce sera un autre thème sur celle-là. Alors plus que quelques semaines pour découvrir l'œuvre de Pierre Amoudry. Est-ce que comme ça vous donne envie de reprendre les télécabines? C'est très sympa, c'est quand même une très belle idée. C'est une belle idée, effectivement. Cédric va donc laisser sa place maintenant. Cédric, on va vous laisser, vous allez nous abandonner et c'est Clémence qui va rentrer. On va déguster sans vous vos superbes plats lyophilisés. En attendant, réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag MontBlancLive pour nous suivre. Clémence qui arrive et qui a trouvé un personnage un peu particulier, Clémence. Exactement, mais tout d'abord, je commence à vous cerner, à vous connaître autour de cette table. Et quand il y a de la neige, j'ai observé un petit peu vos réactions. On ne peut plus vous parler, ça y est, c'est le ski, le ski, le ski. Comme Sébastien, surtout, très démonstratif à ce sujet dès qu'il y a du ski. J'adore le ski de randonnée notamment. Ah oui, notamment. Mais vous savez que la neige peut nous donner d'autres idées. Là, on est bien au chaud. Là, on est bien au chaud, entre nous. Alors que pendant ce temps-là, au Canada, regardez ce qu'il se passe. Ça vous inspire dans l'équipe? Je crois que je pouvais rester au ski de rando aussi, personnellement. Mais c'est tout simplement le Boston Blizzard Challenge. Le challenge, il est simple, c'est on se jette dans la neige avec le moins de vêtements possible. Après, ça peut être très bon pour la circulation du sang. Ah oui, donc en fait c'est un challenge sur Internet, c'est voilà, ça? D'accord, un espèce de concours.
Exactement. Donc je vous défie, Sébastien, peut-être la prochaine fois. Il n'y a plus de neige. Désolé, il n'y a plus de neige, je ne peux pas le faire. C'est dommage, c'est une année à neige et on me le propose trop tard, sinon j'aurais bien essayé. Bref, François Damilano. On va l'intégrer au prochain voyage ski de randonnée avec Jean Hannequin. Voilà, on va le proposer, on va s'en inspirer. On va s'en inspirer. Alors effectivement, on rappelle Jean Hannequin et son ouvrage, c'est 24 plus beaux voyages. L'idée, c'est le ski de randonnée est vraiment un prétexte au voyage pour découvrir d'autres contrées. Il n'y a pas que la France, c'est l'Italie ou la Suisse. Le monde est vaste, il faut aller le découvrir. Alors, du coup, on rappelle également, vous avez d'autres livres, aux éditions JM Éditions, c'est votre autre travail que guide de haute montagne. Vous avez des topo-guides, le dernier livre de photos, Chamonix-Mont-Blanc avec Quentin Iglésis. Voilà, avec des très belles photos de Quentin Iglésis, un album souvenir, un regard un petit peu neuf sur la vallée de Chamonix. Et puis, vous avez d'autres projets, soit de livres avec vos éditions JM Éditions, soit de voyages. On a toujours des projets, toujours des multiples projets. Donc, il y a des nouveaux topos qui vont bientôt partir à l'imprimerie, en particulier la fameuse Bible du Massif du Mont-Blanc neige glacée mixte, sur lesquels on travaille actuellement et qui doit sortir ce printemps. Et puis, d'autres voyages en perspective, bien évidemment, et en particulier une expédition à l'automne au fin fond du Népal, dans l'ouest du Népal, parce qu'il existe encore des chaînes de montagnes avec des sommets vierges. Et on va aller à la découverte de ces chaînes de montagnes. C'est vrai que la course aux 8000, ça s'est fait, mais maintenant, la course à des sommets vierges, c'est quoi, entre 6000 et 7000 ? C'est surtout qu'une fois de plus, il y a de multiples régions à découvrir, comme je disais tout à l'heure, et en particulier sur l'arc himalayen. Si on connaît bien les plus hauts sommets, il existe des chaînes de montagnes entières qui sont quasiment inexplorées. C'est ce qu'on appelle les zones blanches en cartographie. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on les voit très bien sur Google Earth. Donc on peut essayer d'imaginer où sont les sommets, par où y accéder, mais par contre, personne n'est allé les gravir. Et il y a donc du boulot, il y a de quoi faire, entre guillemets. Et puis, vous venez avec nous la prochaine fois. Pourquoi pas. Et bien du coup, c'est sur ces propos que l'émission se termine. Mont Blanc Live continue sur Internet, www.montblanclive.com, mais avec évidemment les replays. Merci François Damilano, merci à toute l'équipe, et puis ciao ciao.